Vous savez que la formation, et même souvent l'auto-formation, sont clés dans les métiers de l'IT, car avec un paysage aussi changeant, nos connaissances deviennent de plus en plus rapidement obsolètes. Mais comment trouver la formation qui couvre nos besoins, si au moins elle existe, tant parfois ils sont spécifiques? Pour en parler, je reçois l'un des grands acteurs de l'auto-formation, Xavier Pestel. Avec sa chaîne YouTube Xavki, il rassemble près de 30 000 followers, preuve s'il en faut que les tutos sont un précieux support à notre besoin de connaissances quotidiennes. Xavier, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je dois t'appeler Xavier ou Xavki? Alors ça, c'est la question éternelle un petit peu, mais on va dire que mon nom de scène, c'est Xavki et puis, mon nom, professionnel et personnel, c'est Xavier, mais on peut m'appeler Xavier, il y a pas de souci. Super. Aujourd'hui, on va parler un peu de la formation, parce que c'est un peu ton hobby. Exactement, ouais. C'est vrai avec la chaîne YouTube, j'aime le format un peu tutoriel et surtout séquencé en mode un petit peu pédagogique, quoi. C'est vrai, alors bon, les gens qui connaissent la chaîne et qui me connaissent, j'ai du mal à me qualifier en tant que, on va dire formateur un petit peu, au sens, on va dire un peu noble du terme et qualifier ce que je produis en tant que formation. Mais en tout cas, j'essaye de me rapprocher au maximum de ce que bon, je considère comme de la formation en tout cas et j'essaye de distribuer, les éléments pédagogiques en tout cas tels que j'aimerais les retrouver dans une formation un petit peu et ça on pourra en parler un petit peu. C'est un peu le nerf de la guerre et c'est de là qu'émane la chaîne YouTube, Xavki. Ok. Et donc, peut-être certains qui nous écoutent ne connaissent pas cette chaîne YouTube. Est-ce que tu peux résumer un peu ce qu'on peut y trouver? Ah oui, bien sûr. Alors résumé, maintenant ça devient de plus en plus compliqué, mais déjà c'est à peu près 1 100 vidéos au total, quoi. Un peu plus de 1 100, même 1 150 bientôt maintenant. C'est, 28 000 abonnés, des gens qui me suivent depuis la première heure. La chaîne a maintenant 3 ans, donc c'est pour moi une grosse réussite parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais cru quand j'ai commencé, parce que, déjà j'avais un statut un peu plus débutant déjà dans la tech quand j'ai commencé, même si ça faisait 5 ans que je faisais de l'administration système et un peu de DBA, quoi. Mais disons que la chaîne m'a permis de m'aguerrir et de trouver mon rythme et mon plaisir dans la technologie, dans l'IT. Ça a été quelque chose de fort pour moi. Dans les tutos qu'on va retrouver, on va dire alors les choses qui sont un peu fer de lance pour la chaîne, c'est Ansible, c'est Kubernetes, c'est ELK. Ça va être également un peu de Prometheus Grafana, et puis, quelque chose où j'ai eu vraiment beaucoup de retours, surtout positifs pour les gens qui veulent s'auto-former, avoir une conception un petit peu du DevOps, une approche un petit peu globale. C'est, comment on fait un pipeline CI/CD en gros, de A à Z, y compris comment on met en place une infra sur un laptop qui va permettre justement d'apprendre à mettre en place une CI/CD. C'est-à-dire comment je mets en place les prémices de la chose pour pouvoir ensuite permettre aux gens de s'auto-former derrière et de donner des réflexes en matière d'auto-formation. C'est-à-dire par exemple comment je fais pour provisionner des VM avec des outils dessus. Moi je considère que la capacité d'itération est aussi très importante dans la méthode d'apprentissage à l'heure actuelle, compte tenu de l'évolution des technos, quoi. Et c'est quelque chose, voilà, qui est donc qui passe bien aussi. Après, il y a d'autres technos comme HAProxy, Trafic, il y a, du Terraform, il y a actuellement, j'ai commencé SoulStack, un petit peu de Couchbase, du Postgres aussi, pas mal de choses, quoi. Et plus ça va, plus les playlists que j'aborde, j'essaye de les couvrir encore le plus large possible, qu'en fait. C'est-à-dire qu'en gros, sur YouTube, la tendance est quand même plutôt au buzz, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir des vues. Moi, en fait, je cherche pas tout à fait ça. C'est-à-dire autant que la techno, je me dis: «Bon, est-ce qu'elle est porteuse ou pas?» bien sûr. Mais après, ce que je veux, c'est essayer de couvrir le plus possible la techno, quoi, en fait, et me dire: «Moi, voilà, si je cherchais quelque chose à me former sur cette techno-là,
Qu'est-ce que je voudrais trouver et sur quoi j'aimerais pas avoir d'impasse, quoi, en fait. C'est un petit peu ça et du coup, même si je sais que certaines vidéos vont avoir très peu de vues, je les fais quand même parce que je veux essayer d'être un petit peu complet et c'est un petit peu l'idée, quoi, voilà. C'est des séries de vidéos sur des sujets. Tes vidéos durent à peu près combien de temps? Bah, en fait, c'est des vidéos dont le format est assez varié en durée. Ça va de 5 à, on va dire, 5 minutes à 30 minutes. Les formats les plus courts, généralement, c'est plutôt les introductions, c'est ce genre de choses et puis, les plus longs, c'est quand il va y avoir un enchaînement de technologies, et cetera. Du coup, ça nécessite, un petit peu plus de temps et puis, bon, globalement, les gens j'ai eu des retours positifs aussi, les vidéos, je les fais en one shot, hein, c'est aussi pour ça que ça dure, plus longtemps, donc je fais pas de montage et bah, les retours que j'ai eu aussi, c'est par exemple quand j'ai des erreurs, du troubleshooting à faire, on m'a dit: «Bah, écoute, continue à enregistrer quand c'est comme ça, parce que comme ça, on voit un petit peu les réflexes en matière de troubleshooting». Alors des fois, j'arrive à débugger, des fois pas. Bon, je laisse quand j'arrive à débugger quand même, mais voilà, l'idée, c'est aussi de partager au maximum, y compris, les «échecs» entre guillemets quoi, les erreurs en tout cas. Voilà. Alors, bah, la question légitime que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Ah, alors oui, ça c'est une très bonne question. En plus, ça boucle complètement avec la formation, quoi. Heu, En fait, j'ai commencé à monter un petit blog il y a 3 ans et demi, 4 ans maintenant, quoi, où j'ai partagé, des petites, on va dire, des initiations. C'était des petites lignes de commande Docker. Je voyais que ça marchait pas trop mal et quoi, ça prenait vite, un petit peu d'ampleur. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant» et au même moment, j'ai suivi une formation, Ansible notamment, sur 2 jours, 3 jours, quoi. Je sais plus bien, enfin, ou 2 jours et demi, le temps que ça se mette en place et revenu de cette formation, on va dire, on considère un petit peu qu'on est la personne qui sait les choses en revenant dans l'entreprise, quoi. Et le 1er réflexe que j'ai eu, mais je me suis dit: «Mais en fait non, j'ai même pas à peine, égratigné la techno, je l'ai un peu découverte et il me manque beaucoup de choses, en fait, par rapport à ce que j'aurais aimé avoir». Alors, le formateur pouvait faire difficilement puisque le délai imparti, ça c'est pas lié au formateur, hein, c'est vraiment lié à ce qu'on est prêt à payer et les délais quoi, les et le temps qu'on donne à cette formation. Mais toujours est-il que le résultat final, produisait que, je trouvais que j'étais passé complètement à côté des choses. En tout cas pour certaines technos, parce que voilà, moi je considère qu'il y a 2 types de technos. Il y a les structurantes et puis il y a les technos que je vais considérer plutôt comme du «consommable» entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif le terme. Mais, Ansible pour moi par exemple fait partie des technos structurantes. J'entends par techno structurante, c'est des technos où on doit passer du temps pour comprendre les choses, comprendre bien les concepts et pas, foncer dedans, faire des choses, quand il s'agit de maîtriser une infra, de l'orchestrer et cetera. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut passer un petit peu de temps et donc voilà, je suis revenu avec ça et je me suis dit: «Mais en fait, dans les formations, il me manque quand même, des choses». Donc d'une part sur cet aspect-là, c'est-à-dire essayer de couvrir un petit peu plus, les choses, sans foncer non plus dedans. Pouvoir les avoir à son rythme, je trouvais ça hyper important, c'est-à-dire, pouvoir se repasser quelque chose ou revoir quelque chose, éventuellement, tout en prenant son temps. C'était quelque chose qui était important et puis, donc je me suis dit: «Tiens, je vais continuer à du coup à combler ces trous qui me manquaient sur Ansible et comment je vais faire pour me motiver à finalement à creuser un projet, à trouver un projet pour faire du Ansible. Alors il y avait soit je déploie quelque chose, mais finalement dans quel intérêt pour moi à titre perso? Bah, des fois on trouve pas toujours ce qui va avec et je me suis dit: «Mais en fait la meilleure manière c'est, bah, d'essayer de l'apprendre aux autres, en tout cas d'apprendre ce que j'ai appris ou comment je l'ai appris quoi» et mon chemi au début, c'était plus mon cheminement dans l'apprentissage, quoi, finalement. Mmh. Et c'est là où j'ai créé la chaîne, en fait, Xavki, finalement, qui m'a forcé à mettre le pied à l'étrier. Donc on le voit dans les premières vidéos, c'est vraiment du petit bricolage, quoi, on va dire, hein. Mais c'est comme ça que ça a démarré et finalement, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à appliquer un petit peu la méthode de Feynman, qui est, bah, pour apprendre les choses, la meilleure manière, quoi, une des manières en tout cas, c'est, d'essayer de l'apprendre aux autres parce que ça fait appel à des notions qu'on n'a pas quand on apprend juste soi-même. C'est-à-dire que, déjà les termes qu'on va employer, si on les apprend aux autres, on va partir de la base, du fait que, bah, les autres n'ont pas toutes les définitions en tête et on va essayer de balayer, d'un revers de main un petit peu les termes techno qui des fois, bah, peuvent poser problème.
Donc soit les redéfinir, c'est ce que j'essaye de faire maintenant à chaque fois dans les premières vidéos d'introduction de chaque techno. Donc redéfinir les termes un petit peu de base, classiques, nécessaires pour cette techno-là, pour bien parler à peu près des mêmes choses et puis éviter de perdre le maximum de monde et vraiment partir et petit à petit reposer les choses au fur et à mesure, une à une. Et donc là, la chaîne est vraiment émergée de ce phénomène-là et puis j'ai eu beaucoup de retours positifs très rapidement. J'étais très surpris parce que j'étais blogueur et youtubeur mais dans un autre domaine bien auparavant. Et là, j'ai eu des retours très positifs rapidement, même si pour moi, voilà, à l'époque et même encore maintenant, voilà, je me considérais comme débutant vraiment dans ces technos-là. Et rapidement, bah, je me suis rendu compte que oui, les gens me disaient, mais c'est bien, en fait, cette méthode-là, on la retrouve pas si souvent que ça et on aimerait la retrouver plus souvent dans différentes technologies. Et là, je me suis dit, bah, en fait, il y a un petit potentiel pour la chaîne, il y a une petite place à se faire et c'est parti comme ça. Quand tu es arrivé dans le milieu, donc c'est en tant qu'amateur, tu as fait tes vidéos. Et en tant qu'amateur, t'es pas forcément la personne la plus à même, on va dire, pédagogiquement d'enseigner aux autres. Comment ça s'est fait? Comment tu as réussi à établir ta méthodologie pour bien apprendre une technologie à quelqu'un ou bien la montrer? Parce que ça aussi, c'est pas évident. Ah ouais, effectivement, c'est une très, très bonne question parce qu'en fait, j'en parle souvent avec, on va dire mon cercle un petit peu plus proche de gens où j'ai des contacts plus réguliers avec certaines personnes, on se voit physiquement et cetera. On en parle souvent, voire certains me disent: «Bah, écris un bouquin sur comment tu t'y prends» parce qu'en fait, c'est pas que c'est forcément bien, mais c'est une expérience qu'en fait qui est intéressante, quoi. Et du coup, bah, la manière dont je l'ai abordé déjà depuis bon, ça fait 20 ans que j'ai commencé à bosser. J'ai toujours eu des bribes de formation, alors, toujours dans des sens, formation, pas forcément des formations ultra cadrées, certifiantes et cetera, hein. Mais j'ai toujours formé des gens sous y compris dans des on va dire, dans des schémas un peu conflictuels aussi, ce qu'on n'a pas trop le cas en IT, quoique des fois, ça peut être un petit peu le cas quand on force les gens à acquérir certaines technos et cetera aussi, quoi. Du coup, je me suis construit un petit peu ce cheminement au fur et à mesure du temps. Ensuite, j'ai été youtubeur, on peut le dire dans le domaine immobilier qui a strictement rien à voir. Mais, c'est pareil, j'ai pu commencer à construire un petit peu ces choses-là, c'est-à-dire c'est comment on explique aux particuliers certaines lois dans un domaine et cetera. J'ai travaillé dans l'administration aussi, voilà, dans des domaines où en fait on prenait des textes qui peuvent être un peu alambiqués comme une directive européenne, des règlements européens, ces choses-là. Et comment on fait en fait pour écrire quelque chose, une circulaire par exemple en l'occurrence, pour expliquer ça au plus grand nombre et faire en sorte que le plus grand nombre soit en mesure d'appliquer ces choses-là. Et c'était très intéressant d'ailleurs parce que je me suis retrouvé à travailler de temps en temps avec des gens qui étaient très capés d'un point de vue diplôme dans l'administration. Et j'étais amené à travailler avec ces gens-là. Des fois, même les gens en rigolaient parce que bon, moi, j'ai un niveau d'études qui est beaucoup plus bas et qui n'était pas toujours sur la même thématique, on va dire. Et en fait, moi, j'étais toujours dans l'écriture, c'est-à-dire j'utilise jamais des choses simples parce que je suis jamais à l'aise dans la techno dans laquelle je suis ou dans le milieu dans lequel je suis parce que très souvent j'ai été amené à changer de poste et à changer d'environnement, quoi, de thématique. Donc, des fois, j'ai travaillé dans le domaine agricole, des fois dans le domaine environnemental, enfin bon, etc. Et de fait, comme j'étais jamais à l'aise avec les termes, en tout cas pas au début. Bah, quand je l'expliquais à quelqu'un, il me semblait toujours bon de réexpliquer, on va dire, l'initialisation 0 du système, c'est-à-dire, les choses, triviales et même si pour certains, ça paraissait presque trop simple, de le faire, je le faisais toujours et finalement, bah, c'est un petit peu ce que la chaîne, c'est un peu la compilation de toutes ces choses-là, quoi, finalement, des petites années que j'ai pu faire de formation, mais dans d'autres domaines, l'expérience que j'ai eue au niveau de YouTube, il y a quelques années, plus, du blogging en même temps et cetera. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui sont triviales, d'ailleurs en entreprise, on le voit de temps en temps, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'ose pas expliquer ou et que les gens n'osent pas demander, tu vois? En tout cas, c'est mon sentiment. Et en fait, c'est un tort presque, parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes bases, les mêmes définitions, et cetera. Et des fois, on parle de certaines choses, même des termes, d'anglicisme. Je m'aperçois, par exemple sur Git,
Il y a des gens, quand ils vont faire, je sais pas, un git clone, ils vont dire, tu check out la branche ou tu fais, en fait, mais tu fais, mais check out, c'est quoi? Au début, tu te dis, mais check out, c'est git check out ou c'est autre chose ou mais en fait, c'est un git clone, ce que tu fais, quoi, tu vois? Et en fait, du coup, quand on est novice, on arrive dans le truc, on fait, mais en fait, c'est moi qui comprends pas, quoi. Du coup, ça met pas bien à l'aise, c'est ça que je veux dire. Et pour autant, ça nécessite juste de repositionner les choses, très simplement. Les 2 parties, quoi, c'est pas une question, on n'est pas dans une situation de conflit, hein, mais on est juste faut juste comprendre et trouver le langage commun et redéfinir ce langage commun avant de passer les étapes suivantes, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important et ce que j'essaye de faire aussi, au niveau de la chaîne, dans la manière dont j'aborde les choses, quoi. Mmh. J'imagine que selon ce que tu abordes, c'est pas toujours aussi évident. Je vais prendre l'exemple évidemment Kubernetes. J'ai moi-même eu l'occasion de donner des formations sur Kubernetes et j'ai toujours trouvé ça dur en fait de commencer parce que il y a différents aspects sur lesquels on peut commencer. Il y a le background culturel parce que Kubernetes il arrive pas comme ça magiquement au milieu de rien. Je veux dire, il y a une évolution qui l'a amené et sans cette connaissance, c'est déjà très dur de comprendre pourquoi il fonctionne comme il fonctionne. Il y a aussi, après Kubernetes, c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. C'est un cluster, il y a plusieurs composants dans le control plane. Est-ce que j'explique ces composants d'emblée ou est-ce que je fais plus un détour d'abord pour la pratique? D'abord, on commence à lancer, à faire tourner des choses dans Kubernetes pour comprendre déjà la valeur que ça apporte avant d'aller dans les détails techniques plus difficiles à comprendre. Tu vois, rien que là, j'ai différentes approches et j'ai pas réussi à trouver celle qui me convient parce que les trois, on a besoin des trois en même temps quasiment. Ouais, tout à fait, ouais, tu as complètement raison. C'est un peu un dilemme aussi au niveau de la chaîne, par exemple, si je prends Ansible, je considère que sur Ansible, c'est à peu près ce que j'ai abordé de la meilleure des manières, en tout cas, de ce que je suis capable de faire le mieux et ce que je considère être, à peu près au niveau de ce que j'apprécie en matière de formation, quoi. Après, voilà, on trouvera certainement mieux à côté et cetera, mais en tout cas, c'est ce que là où j'ai mis le plus de cœur, mais aussi où j'y retrouve les fondamentaux, quoi, la manière dont j'aime faire les choses, quoi. Sur Cube, c'est pas le cas, par exemple, j'ai pas encore atteint ce niveau-là et j'aimerais d'ailleurs refaire la playlist Cube, voilà, telle que j'ai fait pour Ansible, comme tu dis, pour justement passer ces paliers et alors je l'ai expliqué une fois en live sur ma chaîne, il y a la technique, moi j'applique, quoi, se déroule la technique de l'escargot, quoi, on va dire. Alors l'escargot, c'est quoi? C'est, bon, l'escargot n'a rien à voir là-dedans, mais le pauvre, mais en fait, c'est la notion de partir avec un point central qui est, en gros, c'est le hello world de la techno, quoi. C'est-à-dire le truc qui va faire que des gens vont se dire: «Ah ouais, OK, la techno, globalement, elle marche comme ça et je suis capable très rapidement de faire un hello world». Le truc de base qui servira jamais dans la vie professionnelle, pour ainsi dire, mais qui permet déjà de poser la toute première brique et de se dire: «Est-ce que ça va être, des pas compliqués ou est-ce que ça va être des pas simples que je vais faire après, quoi?» Ensuite, je passe sur, le donc je continue à dérouler ma spirale finalement où, je reste toujours sur des éléments simples, mais je vais chercher quelques tutos en ligne et je vais regarder finalement comment je fais des choses de base. Alors très souvent dans beaucoup de techno, en tout cas, ou d'orchestration et cetera, par exemple installer un WordPress, tout simplement. Dans Cube, c'est ce qui est aussi, assez sympa. Pourquoi un WordPress? Alors c'est pas que j'adore, le produit, plus spécifiquement que ça, mais en fait, il fait appel à différentes notions parce que derrière, il y a du statique, il y a des éléments statiques, il y a des pages, qui sont déployées dynamiquement avec une base de données et cetera et du coup, on se retrouve avec différents cas de figure. C'est valable par exemple, je l'ai fait sur Ansible, je l'ai fait sur Cube. Ça permet d'aborder, des notions qui sont importantes et qu'on va retrouver dans beaucoup d'outils d'orchestration d'un point de vue, général, quoi et ça, c'est super, quoi, pour moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est que maintenant, j'essaye, par exemple sur Terraform aussi, voilà, de ramener le WordPress, de faire le WordPress parce que c'est un truc, au-delà de la techno en elle-même où on va se dire: «Ah mais c'est un truc pour débutants» et cetera. C'est que ça permet d'aborder vraiment, déjà différentes petites notions qui sont importantes à avoir quand on fait, de la gestion d'infrastructure, de l'orchestration d'infrastructure ou de la configuration également. Et ça, c'est important. Il y a des petits secrets, des petites choses comme ça, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est assez cool. Donc ça, c'est le 2e point, on va dire, d'avancer dans la spirale. Vient avec ça, bien sûr, on commence à
à regarder la documentation de base, le get started, enfin bon, les petites choses qu'on retrouve maintenant un petit peu souvent, parce que ça quand même, au cours des dernières années, les documentations sont encore à améliorer, mais on retrouve maintenant des pré-mâchés, des choses qui sont un petit peu pré-mâchées, qui permettent aussi d'avancer déjà, de faire des tout premiers pas, quoi, on va dire. Après, donc la documentation, je commence à rentrer un peu plus dedans, à la lire un peu plus dans le détail. Je regarde en même temps sur YouTube, donc là je déroule toujours ma spirale, je regarde sur YouTube s'il y a des talks et des gens qui font des retours d'expérience sur les technos en question, des DevOps Days, Devox, etc. J'essaye de trouver ce qui existe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà construit des formations ou des vidéos par rapport à ça? Est-ce que je trouve des trucs qui sont intéressants, certaines notions intéressantes? Puis je continue à dérouler la spirale. Après, je fais du Stack Overflow, hein, l'inévitable Stack Overflow. Je regarde Alors, avant le Stack Overflow, même, je commence à prendre Google, quoi, en fait. Je prends Google et je recherche la techno, soit avec tutoriel, le nom de la techno, soit sinon, je prends juste la techno. Et là, j'essaye de balayer, non pas les premières pages, mais d'aller un petit peu dans les pages suivantes, voir s'il y a des gens qui ont fait des articles de blog pour des retours d'expérience, ce genre de choses-là. Donc j'en ai parlé, les DevOps Days, etc. sur YouTube. Et puis ensuite, Stack Overflow, effectivement, où là, l'idée, c'est de regarder un peu plus des choses abouties, les cas qui peuvent être un peu problématiques au niveau de la techno, etc. Et surtout, alors oui, dans cette spirale, j'ai pas intégré le truc, mais on va dire à peu près la deuxième, troisième étape au niveau de la spirale, c'est créer une stack qui va permettre d'itérer ma propre formation dessus. C'est-à-dire que j'ai d'ailleurs un dépôt où j'ai quelques-unes de mes stacks. Je veux par exemple un Prometheus Grafana, je veux un ELK, je veux un cluster cube. Je fais Vagrant up parce que j'utilise Vagrant très souvent. Vagrant up, dans les 5 minutes, j'ai mon truc qui est up et là je peux tester, je peux m'initier dessus, faire tout ce que je veux, casser tout ce que je veux. C'est parti, je peux le faire, je recasse le truc, je régénère. Donc ça, je le fais soit avec Vagrant, soit avec Docker, suivant les technos. Mais c'est un truc. D'ailleurs, j'ai un dépôt qui marchait pas mal, et ça a été la toute première vidéo de la chaîne où j'expliquais comment j'utilisais des containers Docker avec du SSH, quoi, tout ce qu'il ne faut pas d'un point de vue sécurité, hein, mais avec du SSH et du système D dedans, avec de l'init, etc., pour pouvoir tester, développer du Ansible et le tester en permanence, dropper en permanence les containers, retester, etc., itérer. Itérer est quelque chose de très important dans la formation et l'auto-formation pour moi, en tout cas, ça me semble important. Voilà. T'as dit que ce qui t'avait donné envie de te lancer, c'était suite à une formation où finalement, t'as pas été convaincu par la formation elle-même, elle allait pas assez loin par rapport à tes besoins. Mais aujourd'hui, ce que tu fais est d'autant plus essentiel, je trouve, que les formations n'existent plus. C'est pas qu'elles existent plus, mais les formations, on les trouve facilement sur les technos legacy, on les trouve sur des technos qui ont une assez large adoption, mais quand il y a 4-5 ans, le paysage IT était balayé par Kubernetes et qu'il a fallu apprendre les containers Kubernetes, et après tout l'écosystème qui s'est développé autour du Kubernetes et qui est venu très rapidement pour compléter des manques, là, on trouve plus rien et quelqu'un qui se retrouve en entreprise à devoir adopter Kubernetes, à devoir mettre de l'observabilité dessus, à devoir mettre du service mesh, à devoir gérer la sécurité, comment il peut s'y retrouver et est-ce que c'est pas là qu'il y a le plus gros manque? Ouais, disons que moi, j'en ai parlé souvent. Après, j'étais quoi, sur la chaîne, j'en ai parlé un petit peu de manière négative, mais c'est un peu la fusion de différentes choses qui aboutit à ce fonctionnement assez difficile pour la formation. Je dis pas que c'est mal globalement, mais la combinaison de l'agilité d'un organisme comme la CNCF qui pousse, hein, bien sûr, dans ces domaines-là. L'agilité, ça, et plus le côté open source, où en fait, on va avoir des outils, des fois dans certaines thématiques comme Cube, comme tu le dis, où on va avoir une floraison, une explosion de nombre de technos dont on ne sait pas lequel va finalement finir par l'emporter par rapport aux autres et sur lequel il faut réellement s'investir finalement. C'est une réelle difficulté pour le monde de la formation, d'autant plus. Hem, je trouve que ce qui est pas mal, alors moi je le fais moins au niveau de la chaîne, mais il y a un autre youtubeur qui le fait très bien, il s'appelle Victor Farsic. C'est, le mode, ce qui serait intéressant, quelqu'un qui veut monter une chaîne à l'heure actuelle,
Voilà, je donne tout de suite, ça serait bien qu'il y en ait dans le monde francophone même. C'est, vraiment du testing d'outils. C'est-à-dire, dans Cube, par exemple, comme le fait Victor Farsick, c'est, je prends très rapidement Argo CD, je le déploie et je fais un peu le hello world du truc. Je prends Argo Event, je fais ça. Je prends, tel autre truc, je fais ça. Ne serait-ce que pour déjà montrer aux gens, est-ce que c'est complexe? Et les petites notions déjà de base pour pouvoir se dire: «Est-ce que cet outil-là finalement déjà répond à mon besoin?» parce que s'il faut déjà que j'installe un petit peu, quelques éléments pour pouvoir me faire une idée, et des fois des éléments où on va mettre un peu de temps, on va pas s'y retrouver dans la documentation, c'est quelque chose qui est important. Et ce que je trouve aussi un petit peu, dommage, c'est que certains gros éditeurs ou grosses sociétés qui développent des technos, des fois, heu, font de la documentation, mais on se retrouve soit des fois avec des documentations trop pour, initier, soit des choses trop triviales, vraiment trop triviales, quoi. Et l'intermédiaire, en fait, des fois, est un peu bypassé. Et puis, il y a des technos qui sont hyper courantes, dont on va jamais trouver quoi que ce soit. Et par exemple, moi, mon retour un petit peu d'expérience, c'est au tout début, j'ai des vidéos qui cartonnent sur GitLab à l'heure actuelle, alors que elles sont pas terribles et elles datent un petit peu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a peu d'éléments sur GitLab. Et pourquoi il y a peu d'éléments dessus? Moi, voilà, là, j'ai recommencé une nouvelle playlist sur GitLab, mais je sais que je me refusais un petit peu à le faire parce que, en termes d'agilité, GitLab, c'est un outil qui est très, très dynamique. Et comme c'est très dynamique, du coup, on se dit, ben, en fait, si je fais quelque chose aujourd'hui dessus, si ça se trouve, dès demain, c'est obsolète, quoi. Et donc, on n'ose pas trop le faire. L'inconvénient de ça, finalement, c'est si c'est pas l'éditeur qui s'en empare, bah, qui va s'en emparer? Alors la communauté qui tourne autour éventuellement, mais il faut quand même avoir quelque chose, un support qui permet réellement d'accompagner les gens. Je trouve que c'est important. N'en parlons pas au niveau après des écoles de formation, et cetera, où pour elles, j'ose pas m'imaginer à quel point ça peut être compliqué par rapport à ce type, d'outils, quoi, en fait, de pouvoir, s'adapter en matière de formation, ça doit être très, très compliqué, quoi. Ok. Toi, tu as choisi un médium particulier qui est la vidéo, et aujourd'hui c'est très plébiscité la vidéo. Les gens aiment bien regarder des vidéos pour se former à quelque chose, parce que c'est visuel, parce qu'on peut comprendre assez vite. Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, il y a un manque chez les éditeurs qui se contentent généralement de faire des quick start où il faut lire des choses, de la documentation où il faut lire des choses? Est-ce que dans la documentation d'un produit pour un éditeur, il ne devrait pas y avoir de base déjà des tutoriels en vidéo, même si le projet est petit, que l'investissement en vaut la peine? Alors oui, je pense que alors la question en plus est très, très intéressante parce qu'il y a vraiment 2, quoi, ça me fait penser à 2 choses, quoi, en fait. Alors j'espère que je retiendrai à la seconde. Mais, déjà première chose, la vidéo, les gens se font, une idée de la vidéo en se disant: «Ça prend beaucoup plus de temps que le format, écrit», quoi, en fait. Et moi, en fait, la preuve par la chaîne, c'est que c'est totalement le contraire. La vidéo demande du temps à partir du moment où on fait du montage, à partir du moment où on veut qu'elle brille, qu'on veut la mettre en avant vraiment avec des effets, ces choses-là. Effectivement, ça demande beaucoup de temps. Mais dès lors, moi voilà, je fais en one shot, ça fonctionne plutôt bien. Après, il suffit de vraiment bien préparer les choses pour que ça se déroule encore plus vite et on fasse pas perdre de temps non plus aux gens. Mais pour moi déjà voilà, la vidéo c'est déjà cet aspect-là, ça peut prendre même moins de temps que l'écrit. L'écrit, il faut relire, il faut travailler les choses et cetera, éventuellement des fois faire du SEO et cetera. Donc du coup, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Pour les éditeurs, effectivement, le format vidéo, pour moi, je trouve que, il faudrait en avoir plus et ça me fait penser à une chose. Alors après, bon, voilà, je vais être très honnête, on va dire, globalement, bon, j'y suis assez souvent quand je suis en live, hein, mais hem, il y a beaucoup de talks où, on voit les éditeurs des talks qui sont enregistrés, hein, donc c'est tant mieux, mais on voit des éditeurs qui interviennent ou qui font intervenir des gens pour leur compte et cetera, quoi. Et ces talks réunissent finalement peu de personnes, quoi, on va dire, par rapport à un live YouTube comme moi je le connais. Encore, moi je suis juste dans le domaine francophone. Mais ça réunit, voilà, dans une salle, on va mettre quoi? Allez, déjà quand on a mis 100-150 personnes, c'est déjà du beau talk, quoi, on va dire. Sur des vidéos, moi, sans même dire aux gens: «Programmer à l'avance la vidéo», faire du buzz autour, du teasing et tout ça,
sans difficulté. Et dans le domaine francophone, c'est pas compliqué d'avoir 1000 vues déjà, ne serait-ce que sur une vidéo, d'avoir 1000 personnes qui vont venir la voir et qui peuvent revoir la vidéo, et cetera. Donc je me mets à la place d'un éditeur. Pour moi, je pense que le canal, qui alors je dis pas qu'il faut arrêter ce qui est physique, hein, au contraire, hein, c'est quand même quelque chose qui est hyper sympa aussi, la présence, physique, pour pouvoir discuter des choses, et cetera. Et puis bon, il y a le côté, relationnel qui manque aussi parfois, mais les 2 sont extrêmement importants. Et il y a un gros gap à gagner, à avoir une chaîne YouTube, ou autre, hein, peu importe. Mais on m'a déjà posé la question de pourquoi j'ai choisi YouTube, pas Peertube. Ça, je peux en parler aussi par ailleurs. Mais voilà, pour moi, je trouve qu'il y a un réel créneau qui est pas encore, réellement pris, hein. Il y a quelques éditeurs qui s'y mettent un petit peu. Moi, je sais qu'on m'a contacté plusieurs fois pour me dire: «Tiens, tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien». Alors après, c'est aux gens d'en juger, mais tu le fais bien, nous on adore ce que tu fais, et cetera. On veut toi chez nous, quoi. C'est à peu près ça, quoi, on va dire. Viens chez nous, tu fais ce que tu veux, tu le fais bien, on te donne carte blanche un peu sur la ligne édito, et cetera. Fais ça pour notre boîte, mais il y en a pas beaucoup. Après moi, voilà, je dis pas ça, ça m'intéresse pas, quoi, voilà, pour certaines raisons, quoi. Peut-être qu'un jour ça m'intéressera, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais je sais que certains, qui sont, on va dire, un peu plus visionnaires dans le domaine, et on le voit au niveau de leur techno notamment, ont déjà, quoi, commencent à acquérir un petit peu ce réflexe-là. Et je trouve ça bien parce qu'il est temps que ça vienne, parce que c'est assez étonnant, c'est qu'on le voit dans d'autres, secteurs d'activité qui sont pas IT. Et là, l'IT, qui est quand même le cœur du domaine, qui héberge la vidéo, voilà, qui est un fondamental, quoi, on va dire, ne le fait pas pour son propre périmètre, parfois. Et je trouve ça un petit peu, bah, c'est assez étonnant. On le retrouve dans d'autres sujets aussi, où l'IT découvre des choses ancestrales, qui existaient par ailleurs, où on a des solutions par ailleurs, et l'IT, bah, gamberge quelques années autour d'un truc. Et puis finalement, la solution, ben, on la trouve ailleurs, et ça fait des années ou des dizaines d'années que ça a été résolu par ailleurs. C'est assez intéressant, quoi. On a toujours, alors bon, le DevOps, quoi, j'aime bien aussi la psychologie un petit peu autour du DevOps, le côté silo, mais le côté silo macroscopique, finalement, en termes de secteur d'activité, existe, et pas toujours cassé complètement. Et c'est assez intéressant à regarder, en fait, ces phénomènes-là, où on voit les gens, qui gambergent, qui aiment gamberger aussi autour de leur sujet. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on est tous intellectuellement, on aime s'éclater à réfléchir sur des sujets, mais en fait, si la solution est à côté, ailleurs, un peu plus loin, bah, on la voit pas forcément, parce qu'on est la tête dans notre truc, et on aime aussi ce qu'on fait, quoi. Moi, le premier. Et c'est assez intéressant à regarder, ces phénomènes-là, quoi. Bref, voilà, la vidéo pour moi a un grand avenir aussi dans notre domaine, à se trouver un peu plus large, quoi, ouais. J'imagine que quand on est éditeur, ça doit pas être facile non plus parce que, bon, quand on veut publier une vidéo, on espère qu'elle soit bien propre ou nette et bien finie et que ça marche bien et que tout le monde, en la regardant, se dise waouh, c'est génial, il me faut ce truc-là. On n'arrive pas à sortir de ce carcan-là en disant bah ouais, mais il y a des fois ça va mal se passer et je pense qu'un éditeur veut pas montrer les fois où ça se passe mal. C'est clair. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant que des éditeurs peut-être financent des youtubeurs qui soient pas leurs employés pour le coup, mais je vais pas dire des influenceurs, mais sur le même principe, Mmh. pour tester leur techno? Effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, là, ce que tu abordes. Moi, je suis assez étonné. Alors après, je ne suis pas, on va dire, très influençable dans ce domaine-là, quoi, parce que je suis pas, quoi, je m'impose certaines règles un petit peu par rapport à tout ça, mais je trouve que, par rapport à d'autres domaines que j'ai connus par le passé, quand j'étais youtubeur ou blogueur, dans différents domaines, dès qu'on avait un petit peu de vues, un peu de place, quoi, on va dire, très rapidement, en fait, on se retrouvait au contact de sociétés qui voulaient, gagner en visibilité, quoi. Là, dans l'IT, c'est pas le cas, et même les sociétés qui vont dépenser de l'argent, je le vois au quotidien, qui vont dépenser de l'argent dans des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, de la communication plus standard, que ce soit, même par les réseaux sociaux, qui restent, de la communication relativement standard, bah, vont pas contacter forcément les influenceurs. Dans le domaine francophone, je pense un peu plus, hein, parce qu'on est toujours un petit peu décalé dans le temps, toujours. C'est le cas également, et effectivement, je trouve que, après, moi, je cherche pas forcément à y être contacté,
mais je trouve étonnant de pas l'avoir été plus que ça. Et quand j'y étais, alors à une époque, j'ai même essayé de contacter, parce que voilà, j'étais un petit peu plus ouvert que je l'étais sur le sujet à une époque, et j'ai essayé de contacter des boîtes pour voir si ça intéressait des gens, ou trouver des partenariats, pas forcément financiers, des choses un petit peu d'échange. Dire voilà, moi je commence à avoir quelques abonnés. Si vous voulez présenter des choses, mais à condition que ce soit un petit peu séquencé, un peu comme ce que je fais par ailleurs, moi je vous ouvre la porte et vous pouvez présenter des choses. Bah, les gens, ça les intéressait pas trop, quoi, en fait. Quoi, c'était pas, on trouve pas quand, ouais, on trouve pas de réponse en face. Mhm. Alors que pour autant, je pense que dans d'autres secteurs, les gens se battraient un petit peu pour ça, quoi. C'est assez étonnant, quoi, en fait. Je pense que ça viendra, hein, de toute façon, c'est toujours une question de maturité des secteurs, l'évolution des secteurs, qui se fait avec le temps. Mais voilà, on évolue à notre rythme, mais ça viendra, quoi, ouais. Mm. Parce que quand on veut adopter une technologie, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a un panel à tester, on va tester le Quick Start et voir déjà si ça se passe bien, parce que c'est pas toujours le cas. Ensuite, on va essayer d'avoir un cas un peu plus élaboré. Et j'ai eu le cas plein de fois. Je peux citer pour Terraform Vault ou CockroachDB. Tu commences, tu lances quelque chose en insecure, ça se passe tout bien, tu fais ton dev, ça a l'air de fonctionner. Mais maintenant, tu dis, bon, l'usage que j'en ai, c'est pas ça. Il me faut quelque chose de solide pour de la production. Et là, en fait, la marche à franchir est tellement énorme entre t'as le Quick Start qui marche super bien, et puis derrière, si tu veux un cas plus élaboré, il faut lire toute la documentation. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un phénomène. Même moi, alors bon, après, allez, je vais être très honnête, et je le dis au niveau de la chaîne, mais les gens se marrent quand je dis ça, mais, mais c'est une réalité. Les gens, en fait, quand ils me voient au niveau de la chaîne, ils ont l'impression que je suis bon, quoi, je suis un monstre ou je sais pas quoi, enfin, bon, un espèce de champion de la tech, comme j'en connais, hein, et je connais quelques personnes qui sont exceptionnelles dans ce domaine-là. Moi, c'est pas mon cas. Et les gens n'ont pas l'impression de ça. En fait, c'est la différence entre ce que je fais sur la chaîne, c'est-à-dire, on va dire, dérouler de la documentation finalement. Et même ce que j'ai fait sur Ansible, ou qui est relativement déroulé, ça reste du truc trivial, un peu standard, ou en tout cas pas très complexe, parce que aussi c'est la meilleure manière de l'apprendre, de faire ses premiers pas dedans. Mais derrière, voilà, moi, quand j'arrive et je suis en production, et cetera, bah, il y a plein de trucs, voilà, je vais faire une typo, je vais faire du machin, je vais me planter, mes collègues vont me reprendre sur des trucs, et cetera. Et les gens, quand je dis ça sur la chaîne, les gens, ils rigolent, ils font: «Ah non, 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 tu bon, machin». Non, non, en fait, pour moi, il y a deux choses. C'est pas le même monde, quoi. La production, c'est un monde, à la différence de l'apprentissage d'une techno ou même d'un langage. Il faut pratiquer avec du temps, et même avec du temps, il y a des gens qui seront très à l'aise et très, allez, je vais dire le terme, démerdent en production. Ils ont, des fois, même les gens n'ont pas besoin de connaître une techno pour la démerder, entre guillemets, excuse-moi du terme, hein, pour mettre des bips, mais la débrouiller en production. Mhm. Alors que moi, je vais peut-être galérer, parce que moi, je vais être plus dans l'approche, je vais d'abord lire la doc, j'ai besoin de sentir la techno, de comprendre un peu ses rouages derrière pour pouvoir intervenir dessus. Mais d'autres vont faire, voilà, ils vont faire le AirSync, le machin, etc. Et ça, ces gens-là sont très, très opérationnels, quoi, finalement, en production. Et voilà, c'est des qualités différentes aussi. Mais voilà, donc du coup, effectivement, il y a un seuil entre juste faire dérouler la documentation, bien comprendre les rouages de quelque chose, et puis après le pratiquer dans un mode de production, c'est une autre histoire, ouais. Ta chaîne a du succès, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en demande de formation, tutoriels et choses comme ça. Il y a un réel manque aujourd'hui, alors d'où il vient et quelle est la valeur qu'il faut apporter aux gens par rapport à tout ça? Parce que les gens viennent te voir et sûrement qu'en entreprise, ils rencontrent des difficultés. Et les gens en entreprise ont besoin de se former. Les entreprises, soit ne veillent pas assez à ce que les gens soient formés bien, ou alors c'est que ces formations n'existent pas. Parce que je pense que les entreprises investissent dans la formation de leurs employés. J'ai pas de doute là-dessus. Mais par contre, ça veut dire que bah, l'employé ne va pas forcément trouver la formation qui correspond à son besoin aujourd'hui.
C'est vrai, alors c'est un retour que j'ai par la chaîne, c'est que, il y a plusieurs difficultés par rapport à ça. C'est des difficultés qui sont distribuées, hein, c'est pas lié à un acteur en particulier à mon sens. Mais, d'une part, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je suis en entreprise, il y a des sujets, triviaux, des choses basiques, qu'on n'ose pas parler, par exemple. Ça, c'est une difficulté et les gens me le disent par rapport à la chaîne. Ils me font: «Mais en fait, c'est marrant ces trucs-là, au niveau de» moi, je les comprends maintenant parce que j'ai regardé tes vidéos, mais en fait, dans la boîte, c'est des trucs, on me l'a jamais expliqué, et lui, quoi, la personne n'ose pas poser la question, quoi, en fait, parce que, pour la peur d'avoir honte aussi, de la chose, hein. Moi le premier, hein, j'ai des fois, quoi, j'ai honte de poser les questions standards parce que je sais que c'est une question un peu basique et finalement je le fais pas, quoi, en fait. Donc ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté après par rapport aux entreprises, à la formation, c'est que voilà, on consomme de la technologie. À l'heure actuelle, on consomme de la technologie, à tout va, avec des fois des effets de tendance simplement et du coup former, payer des gens, investir sur des technos, alors suivant les tailles d'entreprise, ça peut être, plus ou moins facile, quoi, en fait, de se dire: «Tiens, je vais investir tant d'argent sur telle personne», et qui plus est avec le turnover qu'il y a aussi des fois dans les effectifs, ça peut être délicat de se dire: «Tiens, je vais former une personne, mais finalement elle va partir dans 1 an, 6 mois, je sais pas trop». Et ça peut être délicat de se dire: «Tiens, mais oui, mais j'ai investi, 3 000 € dans une formation là-dessus», alors qu'en fin de compte, bah, ça va peut-être servir plus au CV de la personne, que finalement, enfin bon, tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est un peu délicat, quoi, aussi. Néanmoins, après, moi, je pense qu'il y a aussi un autre effet aussi, c'est qu'on est dans, on va dire, on est dans un secteur d'activité qui est très jeune quand même, qui est relativement jeune. Ce qui fait qu'on a beaucoup de technologies, utilisées de manière aussi très, très différente suivant les sociétés. C'est très, très hétéroclite. Et comme on est on va dire, dans un secteur jeune, on est dans un secteur qui est pas complètement organisé, on va dire, pour se professionnaliser en matière de formation. Alors, je suis un quoi, faut pas prendre ça dans le sens, négatif du terme, complètement, c'est dans le sens de l'évolution, dans le cycle des choses, je pense. Après, c'est que mon avis, hein, bien sûr, mais je pense que en fait, comme on est un peu jeune, on met du temps à évoluer et pour autant notre secteur évolue très, très vite. Donc par exemple, si on prend le cloud en lui-même, on est encore à cheval un petit peu à l'heure actuelle de se dire: «Tiens, bah, oui, OK, il y a des sysadmins à l'ancienne, mais bon, j'aimerais bien qu'ils fassent du cloud». Mais est-ce que je considère que c'est le même métier? Est-ce que je considère que c'est pas le même métier? Le DevOps, le Dev, l'Ops, quelle est la limite? Quelle définition je mets sur chacun? Tu vois, on se cherche un petit peu. Et du coup, pour moi, c'est ce qui fait que je dis: «On est un peu jeune». Ça fait partie des choses où je considère qu'on est jeune parce que du coup, on a besoin de se structurer, notamment par rapport à la formation et tout. Si on ne sait pas dire, quel métier, repose sur quoi, et que c'est très hétérogène au niveau des entreprises. Le DevOps, c'est la meilleure, le meilleur exemple, je trouve. C'est que, le terme, on va le demander à X personnes, on va avoir X définitions différentes. Certains considéreront que c'est un poste, d'autres considéreront que c'est une philosophie, mais in fine, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Quel est l'humain derrière ça? Et quelle formation on couple surtout à ça? Parce que voilà, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, il y a les technologies comme j'évoquais tout à l'heure. On a eu Kubernetes qui a émergé ces dernières années et en termes de professionnalisation, c'est l'équilibre à trouver entre, la R&D, c'est-à-dire on va pousser plein de nouvelles technologies comme c'est le cas avec Kube, mais certaines, c'est un peu comme des startups, hein, certaines ça va sortir, mais ça va faire flop, il y en aura que X sur, 10 qui vont survivre et s'investir dedans, se former dedans, bah, ça c'est difficile de se dire: «Oui, OK, on y va» ou «Non, on n'y va pas» ou «Est-ce qu'on l'utilise ou pas?» Et ça aussi, c'est une difficulté. Je trouve que dans la professionnalisation ou dans le cadre de la CNCF, alors je connais pas assez les rouages, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir un cadre, en tout cas peut-être encore plus, pas qui certifie les technos, mais qui va dire: «Bon OK, celle-ci, on y va, c'est certain dans quelques années ça existera encore». Voilà, bon, ce qu'on n'est pas encore tout à fait capable, je pense, de faire et ce qui est compliqué aussi à faire, hein, parce qu'on évolue à une telle vitesse. Donc c'est complexe, quoi. J'ai pas la solution, hein, honnêtement, mais c'est complexe tout ça, quoi, ouais.
Tu as dit plein de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais revenir. Alors déjà, est-ce que tu dis que notre secteur, il est immature, mais j'ai pas l'impression que ce soit le problème, c'est surtout qu'il est tellement spécifique. C'est-à-dire que l'informatique, ça a 50, 60 ans, donc c'est pas si jeune que ça, c'est juste que c'est le seul domaine où il y a autant de différents acteurs, de différentes technologies qu'on peut assembler comme des Lego, ta stack, qui est pas la même que la stack du voisin et ainsi de suite, et que toutes ces technologies évoluent à un rythme qui est effréné, hein, vraiment. Aujourd'hui, comment là-dessus on arrive à avoir de la formation? Parce que un catalogue de formation, si tu as 20 formations en quelques semaines, quelques mois, moins d'un an, il est à refaire généralement. Donc ça, c'est une première chose. Pour moi, je pense que la chose essentielle, c'est un petit peu ce que j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début. Pour moi, il y a 2 types d'outils. Il y a, les technos qu'on va dire structurantes Mhm, et les technos un petit peu consommables, qu'on va dire. Pour moi, les consommables, j'y passe pas le même temps et la même attention que, des technos structurantes. Les technos structurantes, pour moi, c'est des outils d'orchestration. Kubernetes en fait partie, même si, on peut le considérer un peu jeune, un peu tendance et cetera. Pour moi, c'est hyper, quoi, une techno hyper structurante à l'heure actuelle, quoi, telle que l'a été la virtualisation, à ses débuts, quoi. Et pour moi, voilà, faut déjà faire la part des choses et après la part des types, de technologies parce qu'on retrouve, voilà des modèles, récurrents quoi finalement même si, ils portent des noms différents. Les moteurs de base de données, ils sont différents, mais il y a quand même, on va dire des cadres qui reviennent, sans cesse et plutôt que d'être formé, ce que font peut-être des écoles, à l'étranger, plutôt que d'être formé à des technologies, mais être formé plutôt à des types de technologies, la manière dont ça fonctionne. Si on prend des bases de données, bah, en mémoire, comment ça fonctionne, les archives log, etc. On retrouve très souvent à peu près les mêmes cheminements. Si on prend du Oracle, du Postgres, il y a des fonctionnements assez similaires, même si on est sur des choses qui vont être assez différentes finalement dans l'utilisation, derrière, dans le moteur en lui-même, et c'est valable pour d'autres technologies. Moi, j'aime bien, par exemple, là, en ce moment, j'ai fait du Ansible, je fais du SoulStack. J'aime bien comparer les deux. Et pour moi, l'intérêt de comparer les deux, c'est pas de les comparer, mais c'est de trouver les points communs, justement, et de se dire, mais pourquoi? Et pourtant, bon, ils ont un fonctionnement qui est assez différent, hein, mais comprendre les points communs pour justement me dire, bah voilà, la prochaine fois que j'aborde ce type de techno-là, je sais déjà que je vais rechercher les éléments que j'ai trouvés chez les autres qui sont communs, qui sont des choses qui sont structurantes. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver, et qui pour moi est important et c'est l'intérêt aussi de toucher à plusieurs technos. C'est, de pouvoir, comprendre, non pas la techno en elle-même, mais le groupe de technologies quoi, auquel elle appartient et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Au même titre que dans les qualités, je trouve, indispensables à l'heure actuelle dans quelqu'un de notre secteur, c'est pas les technologies, quoi, à mon sens, c'est quelque chose qui vient après la technologie en elle-même, mais avant toute chose, c'est, la capacité de la personne, en tout cas l'envie aussi de la personne, de se mouvoir dans un milieu, c'est-à-dire, s'adapter à un environnement bien sûr et s'auto-former par rapport à celui-ci. Heu, comment la personne, aime, se former et cetera et va évoluer dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, au-delà de cocher toutes les cases. Alors j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire pas mal d'entretiens, d'embauche. C'était assez marrant, parce que j'ai eu, quelques retours, pas beaucoup, mais qui me disaient: «Bah, ouais, mais tu coches pas les cases. Nous, on veut quelqu'un qui soit opérationnel tout de suite, sur Kubernetes», par exemple. Heu et en fait, c'était assez sympathique parce que pour moi, ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande que dans la semaine, je sois opérationnel et qui m'embauche en CDI, je pense qu'il y a erreur de fonctionnement, quoi, en fait. Et en tout cas, heureusement, moi, ça me donne le signal tout de suite de: «Faut pas y aller», quoi, en fait. mhm, Voilà, je suis arrivé chez Weborama où je me plais super bien. Pourquoi? Alors on matchait pas sur les mêmes technos et cetera. Par contre, ils m'ont dit: «Non mais t'inquiète, on s'inquiète pas, tu vas apprendre rapidement, et tu vas faire l'affaire» et là j'ai su que,
voilà, on s'investissait sur le long terme. On s'investit pas pour, les 3 4 semaines où tu arrives, quoi. Et après, je peux comprendre parce qu'il y a un tel turnover aussi dans les équipes, parfois que, voilà, on se dit: «Ouais, il faut que le gars il soit opérationnel parce qu'on veut y aller tout de suite» et cetera. Se former à Cube pour faire des choses, on va dire, de base, ça prend pas non plus, des semaines, quoi, hein, ça prend même pas des jours. Et après, voilà, on peut relativement apprendre, rapidement, les choses, je pense, à condition de se dire: «OK, on investit sur le temps et on embauche une personne parce qu'on veut investir sur elle, quoi». Ouais. Ouais. Après, il y a une autre chose que tu as dite aussi qui m'avait fait tiquer un tout petit peu. Je l'ai dit au début, généralement, les formations existent pour ce qui est legacy ou déjà largement adopté. Certaines entreprises vont vouloir adopter des technologies très jeunes pour se différencier d'un compétiteur. Ça a été le cas des premières boîtes qui ont commencé à utiliser Docker ou un orchestrateur de containers voulaient avoir un différenciateur, voulaient avoir un time to market réduit. Pour ces gens-là, généralement, il y a rien. Ouais, ouais. Donc, il y a la volonté peut-être d'un CTO d'aller plus vite que la concurrence, mais charge aux équipes techniques de s'adapter et d'adopter la technologie cutting edge qui va permettre de tacler les Ouais. concurrents. Alors moi, je suis assez, là-dessus, je suis assez, j'ai ouais, j'ai pas mal réfléchi un petit peu là-dessus quand même, c'est intéressant, quoi. Il y a beaucoup de sujets derrière ça et j'ai pas non plus la science infuse et ni la réponse à cet ensemble de sujets complexes. Mais, heu, pour moi déjà, bon, d'une part, quand on est une entreprise qui a le profil dont tu t'indiques là, qui veut être qui utilise les premières technos, assez balbutiements et cetera. Pour moi déjà, il faut avoir les profils, dans ces équipes qui correspondent parce que c'est plus du tout le même profil de personnes. J'ai d'ailleurs, c'était marrant, j'ai travaillé l'année dernière dans un secteur, assez, très, très précis et très, très rare, quoi. Et j'ai travaillé avec un collègue, qui lui était, à une base de formation de chercheur, quoi, en fait. Et donc dans tout ce qui est, mathématiques appliquées et cetera, plus, couplé à de la performance système et cetera, quoi. Et il me dit: «Mais, c'est marrant» parce qu'il me dit, lui avec, sa connaissance de chercheur, il fait: «Mais moi, c'est marrant quand j'ai fait ma thèse, en fait, heu, rien n'existait. Sur le domaine où il était, rien n'existait» et il fait: «En fait, tout est facile dans tout le reste à côté» parce qu'en fait, dans la plupart des choses qu'on a dans pas mal de choses qu'on a au niveau informatique, il me dit: Tu cherches sur Google, tu vas trouver forcément quelque chose». Il dit: «Là où ça nécessite un autre type de compétence, c'est le chercheur, c'est, quand il y a vraiment rien quoi, en fait et on part, avec son petit bâton et on va chercher le truc». Juste pour dire, voilà, il y a quand même il faut avoir en tête que voilà, on n'a pas il faut adapter les profils aussi à ce qu'on veut faire, à la dynamique qu'on veut insuffler à sa boîte. Ce qu'on fait aussi des très grosses boîtes, bon américaines qui sortent du lot maintenant, hein, mais qui ont investi fort, dans l'humain il y a déjà, pas mal d'années, dizaines d'années, et qui en payent les fruits et qui l'ont fait avant tout le monde et qui ont drafté les meilleurs quoi finalement, les meilleurs des meilleurs, la crème. Et bon après, bah, ils se retrouvent avec les meilleurs des meilleurs qui sont dans leurs équipes. Ils sont capables de faire de la vraie R&D avec ça. Et puis derrière, ils peuvent avoir une partie de leurs équipes qui vont faire finalement du run ou du projet plus standard et créer une dynamique finalement de boîte qui va être une locomotive, hein, clairement. Mais voilà. Après, il faut pas tomber non plus dans le travers de se dire il faut partir sur les technos récentes ou des choses que personne n'utilise, et cetera. À mon sens, il y a aussi l'effet opposé, quoi. C'est-à-dire, il y a les boîtes qui vont y aller pour être dans le coup ou être dans le coup avant les autres, alors qu'en fait, il faut revenir quand même aux fondamentaux d'une boîte. Le but, c'est de gagner un petit peu d'argent quand même et de faire vivre des gens avec un salaire, et cetera. Une boîte, par exemple, qui va prendre un langage qui est très particulier, cloisonné ou un langage qui est pas courant, c'est quoi? C'est, derrière, c'est, déjà, du mal à recruter les gens, quoi. Les payer parfois plus cher que le marché. Quoi, il faut l'admettre, hein, après c'est pas que faut pas le faire. C'est que, voilà, il faut avoir les conditions pour pouvoir faire ça et en tirer parti aussi, quoi. Et idem pour les technos, quoi. Et pour moi, c'est un équilibre à trouver. Il y a des profils de boîtes qui vont y être, beaucoup plus adaptés ou qui vont avoir beaucoup plus les moyens de ça ou qui vont avoir levé plus de fonds parce que leur R&D va être très importante pour marquer le pas très rapidement, évoluer très rapidement.
Mais à l'inverse, il faut pas tomber dans le travers quand on est, dans certains types de boîtes, de se dire: «Bah, ouais, de toute façon, la tech, faut y aller et il faut brûler les étapes», quoi. Faut vraiment, quoi, après bon, quoi, dans notre métier, on le sait, c'est chaque boîte est assez différente finalement en termes d'environnement, de ressources, d'historique aussi. L'historique est hyper important, quoi. Et il faut savoir, bah, c'est un peu la difficulté, je pense, d'un CTO, à mon avis, hein, c'est de prendre en compte tous ces paramètres-là et de se dire, qu'est-ce que je peux en faire et vers où je veux aller et sous quel délai, et avec quoi, et avec qui. Ouais, c'est une difficulté, je pense. Je sais pas répondre à ces choses-là. Désolé. Toujours par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, qui était très intéressant. Ce sera peut-être ma dernière question vu le temps qui nous reste, mais tu as parlé justement des personnes qui avaient honte de poser des questions et c'est aussi légitime que pénible pour le formateur en tout cas. Toi, ton approche, c'est de faire le parcours du débutant d'une certaine manière et donc de tomber dans les pièges et donc de trouver des solutions. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que quand on vient avec une formation sur une technologie qui est vraiment complexe, on s'attend à ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est pas être un idiot que de poser une question, Mmh. même la plus simpliste du monde, parce que des fois, c'est assez révélateur de la complexité de la technologie et ça prouve que les gens suivent. Mmh mh. Je déteste être en formation et que personne ne pose une seule question parce que Ouais, je vois ce que tu veux dire. j'ai plutôt l'impression d'avoir perdu tout le monde que d'avoir tout le monde avec moi. Ouais, tu raison, ouais, ouais. Et donc par rapport à cette honte, on n'a pas un problème culturel par rapport à l'apprentissage aujourd'hui, de se dire mais on n'est pas expert et puis c'est pas grave et puis c'est pas parce qu'on est du métier que sur cette technologie là on peut être un crack sur je sais pas sur Postgres et Mmh. puis on va devoir se former à mettre Postgres dans Kubernetes et on connaît rien à Kubernetes et c'est pas parce qu'on passe pour un expert sur Postgres et aux yeux de ses collègues qu'on n'a pas le droit de passer pour un idiot Ouais. par rapport à Kubernetes parce qu'on ne le connaît pas. Donc je sais pas comment ça se passerait dans d'autres pays, si c'est propre à la France ou pas, mais de se dire qu'on retient nos questions, j'ai eu peur des regards des autres et c'est contre-productif par rapport à l'apprentissage. Alors c'est assez intéressant après, ouais. Moi, je le vois, même, avec, on va dire un peu les chiffres, et les retours de la chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la chaîne, j'ai beaucoup de visiteurs, finalement étrangers, quoi. Francophones et pas que francophones, aussi anglophones, c'est assez marrant. Par exemple, les pays d'Afrique du Nord, ou les Indiens également. J'ai beaucoup de visiteurs, indiens. C'est assez fou. Mais alors pourquoi? Parce que aussi, les gens sont dans des situations assez différentes de la nôtre. C'est-à-dire que nous, en fait, en France, on est encore, même si dans la tech, ça évolue quand même pas mal, et cetera, mais on est encore, dans: «J'ai un diplôme et j'ai eu ce diplôme et du coup, grâce à ce diplôme, j'ai quelque chose, quoi, et je sais que mon avenir est tracé, quoi, à peu près, quoi». Dans ces pays-là, quoi, en tout cas, c'est mon sentiment, je peux me tromper, hein, mais c'est un peu ce que ça me donne comme, comme retour, et puis pour en avoir discuté avec quelques personnes un petit peu, quoi. Mais, dans ces pays-là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que ces gens-là, déjà, leur avenir est loin d'être tout tracé, quoi. Ils ont besoin de ça pour vivre. C'est pas que chez nous, il y a pas besoin de ça pour vivre, mais c'est qu'on a quand même, certaines garanties, quoi, en fait, qu'on n'a pas forcément dans certains pays, quoi. C'est vrai même en France ça? Parce qu'aujourd'hui, si tu vas chercher un travail dans l'informatique, je vois pas tellement qu'on met en avant le diplôme par rapport aux compétences. Ça vient peut-être en addition, mais c'est certainement pas ce qui va garantir un avenir. Alors Aujourd'hui, ça va être plus les compétences. On recherche pour un un jeune, admin cube. moins. En fait, pour quoi, c'est là, alors là, ce que j'ai évoqué, c'est plus pour les jeunes, ouais, effectivement. Après, il faut bien différencier le cas des jeunes, le cas des seniors, avec de l'expérience, et cetera. Là, je parle plus, des gens qui vont quoi, jeunes ou qui débutent, en fait, dans l'activité, qu'on va dire plus exactement. Mhm. Ça, en tout cas, c'est mon sentiment. En France, ça donne, mais un peu logiquement, hein, ça donne une certaine garantie aussi à l'employeur, de se dire: «Bon allez, je il me faut un critère pour démarrer», et ça peut faire partie des critères plus ou moins importants, et avec une pondération, quoi. Dans les autres pays, c'est un petit peu différent, et on sent que les gens, voilà, quand ils abordent la formation et l'auto-formation, c'est pas pour le plaisir. Il y en a, c'est pour survivre et vivre, et
et quoi, c'est assez difficile à faire ressentir, mais on sent que ces gens-là en ont une nécessité au-dessus, ultime. Et bon après, voilà, parce que les cas de figure sont différents, parce que aussi, si eux entrent dans ce domaine-là, bah, voilà, par rapport à la société, ils acquièrent tout de suite un rang aussi, qui est alors malheureusement, bon là, on pourrait en parler et discuter longtemps parce que ça, c'est un de mes sujets aussi, mais un rang dans la société qui est plus important, et du coup, ça attire les gens en veulent fortement pour ça, quoi. Je trouve qu'en France, voilà, du coup, ce que j'arrive à, quoi, le sentiment que ça me donne, par rapport à ce que j'ai discuté et tout, c'est qu'on vit pas la tech de la même manière. Nous, on a des passionnés parce qu'ils aiment ça, quoi. Il y a des gens qui aiment ça, qui en font aussi pour le plaisir, et cetera, quoi. Mais plus rarement, les gens font ça pour une réelle, on va dire, «survie» entre guillemets, quoi, pour vivre et manger, même si, attention, faut pas déformer mes propos non plus, mais faut le remettre dans le contexte. Même si voilà, ça les gens en ont besoin, hein, pour vivre, se loger, et cetera. Les coûts en France sont pas non plus, faciles à supporter, et cetera. Mais, voilà, c'est un contexte qui est un petit peu différent. De la même manière que voilà, en France, bah, il y a une classe de population qui, ne choisit pas son métier, qui prend et qui essaye déjà d'avoir un métier, quoi. Et là, on pourrait en parler, les salaires de la tech, ces choses-là où les gens disent, ouais, je vois souvent des gens qui disent: «Ah ouais, non mais, c'est pas assez payé», et cetera. Alors, faut reprendre les fondamentaux de temps en temps. Moi, j'aime quoi, je viens pas du même milieu, et cetera, et faut reprendre les fondamentaux, et se dire: «Attention, effectivement, nous, on est sur un marché d'offres et de demandes, ça c'est clair. Les salaires reflètent un offre et une demande, mais ne reflètent pas forcément, on va dire, une valeur, qui est autre que celle-là par moment, et ça, il faut l'avoir en tête, il suffit que le marché se renverse ou change, ça sera une autre donne, et il faut l'avoir. Alors bon, là, je suis un peu un peu pessimiste quand je dis ces choses-là, mais voilà, la vie est faite, c'est le cycle de Kondratiev, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Nous, voilà, la tech, elle a la chance, de vivre des hauts, qui vont certainement continuer encore quelques années. Mais voilà, il faut savoir s'adapter, et savoir rebondir, et voilà, ces gens-là, quoi, le comprennent plus tôt, quoi. En tout cas, les personnes dont je parlais auparavant, le comprennent plus tôt parce qu'ils se retrouvent, très rapidement avec des besoins où il faut s'adapter, voire ils choisissent l'informatique parce qu'ils savent que dedans, il y a des salaires qui, par rapport au reste de la population, sont plus intéressants, qu'il y a du job, et voilà, qui vont pouvoir, grâce à la force de leurs doigts et de leur tête, évoluer et tirer le meilleur parti des choses pour pouvoir faire vivre leur famille et vivre eux-mêmes. Ok, bah du coup, tous ceux qui ont envie de s'adapter dans le monde de l'informatique, qu'ils aillent sur ta chaîne, Xavki. Un grand merci à toi. Merci également, c'est très très gentil. Retrouvez Xavier sur sa chaîne YouTube Xavki et aussi au travers de son blog xavki.blog. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.